c'était des gilets d'explosifs. Ce que je dirais aux gens aussi, c'est qu'un conseiller bancaire, il est pas là pour vous casser les pieds, quoi. Il est juste là pour vous accompagner à fond dans vos projets. C'est un autre organisme, donc il y a encore 100 000 € avec eux. Donc déjà, il faudrait que vous ayez plus de 300 000 pour commencer à vous poser des questions. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne qui nous suivent depuis le début. Je vais faire une annonce qui est pas facile aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où il faut prendre des décisions qui des fois sont difficiles, des décisions qui des fois il faut savoir s'écouter, écouter son corps, écouter ce que la vie nous amène. Et, et je vais devoir mettre fin à ma collaboration avec ce podcast euh, parce que j'ai d'autres projets dans ma vie et que je vais devoir consacrer du temps à d'autres projets. Et je vais donc laisser la place chaude à Benjamin pour qu'il puisse continuer, mais sans moi, qu'il puisse continuer ce beau projet qui m'aura apporté de belles expériences, de très belles rencontres. La totalité des invités qu'on a accueillis sur ce podcast étaient vraiment des gens géniaux que j'ai vraiment apprécié d'accueillir ici, dans mon cabinet. Et c'est non sans émotion que j'arrête suite à que je mets fin à ce podcast, dans ma partie du moins. Et je prendrai le temps de d'écouter les prochains épisodes que Benji fera sans moi. Mais voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier, je tenais à vous demander de continuer à vous abonner, à liker les vidéos, les épisodes qu'on a pu faire jusqu'à présent, parce que ça va donner de la force à Benji pour qu'il puisse continuer. Et voilà, je voulais simplement vous dire merci et vous souhaiter un bon visionnage de ce dernier épisode en collaboration entre Benji et moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Les Fameux, votre podcast favori pour faire vos 10 000 pas par jour. Aujourd'hui, on accueille Ludivine et je vais laisser Benjamin la présenter. Donc aujourd'hui, on t'accueille. Merci d'être venu. Du coup, tu travailles comme conseillère bancaire. Mmh. Tu m'arrêtes s'il y a des informations qui sont Non, fausses c'est juste. ou si tu veux compléter. Donc ton parcours est riche parce que tu as commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Donc tu C'est as ça. fait différents métiers avant de te spécialiser dans la banque. Donc ça fait 6 ans, plus de 6 ans que tu C'est fais ça. ça. Oui, Donc tu n'es pas forcément une conseillère bancaire qui est orientée immobilier, pas mais forcément. voilà, plus véritablement dans la gestion des finances et dans la gestion du quotidien. Donc, tu accompagnes tes clients sur des sujets comme l'épargne, l'assurance vie, Oui, la sécurité des comptes et tu essayes aussi d'apporter le maximum de conseils comment gérer son argent c'est ça. du mieux possible. En parallèle, du coup, tu fais pas mal de sport. Oui. Donc, tu aimes la marche, les randonnées, être en extérieur, mais tu aimes également faire du renforcement musculaire Mmh. via, par exemple, des cours collectifs comme le HIIT C'est ça. ou le circuit training. Récemment, du coup, je terminerai par ça, tu as partagé quelque chose sur Instagram. Oui. D'ailleurs, j'avais republié ta story. Donc, c'était un message à propos du coup des fraudes qu'il peut avoir. Mmh. Donc, si tu veux, pour commencer, je te laisserai un petit peu évoquer toi ce que tu entends par fraude et essayer d'apporter du coup certains éléments de vigilance aux personnes. Bien sûr, bah, avec plaisir, ça fait partie de mon métier, hein, parce que quand on est conseiller bancaire, on est, bah, principalement là pour du conseil. Après, libre au client de prendre ou pas le conseil, ça c'est un peu, l'idée. Les fraudes, en fait, c'est juste que c'est un truc hyper présent. Malheureusement, ça représente des milliards chaque année, pour toutes les banques, toutes confondues. Le concept de la fraude, c'est, bah, comme un virus, hein, c'est que le fraudeur, il a une solution, on trouve une contrepartie pour bloquer et puis très rapidement, bah, ça évolue, hein. Donc, le vaccin contre le virus mute et puis c'est toujours pareil. Il y a des périodes principalement, où c'est plus important, donc il y a des périodes surtout où il y a des fériés, des fêtes, parce que, bah, comme il y a une latence un peu plus importante sur tout ce qui est digital pour, Mhm. remonter les infos, ça permet aux fraudeurs, bah, du coup, de plus facilement réussir à frauder les gens. Et puis il y a aussi la période des fêtes parce que les gens sont un petit peu moins la tête, dans l'esprit, sécurité et c'est un petit peu plus léger comme période. Alors c'est terrible parce que moi ça me rend un peu dingue, de voir que c'est dans ces moments-là qu'ils agissent, mais bon, c'est le concept et du coup, et les fraudes, c'est terrible. Alors après en conseil, ça va être, ben, déjà la banque ne va pas vous envoyer un SMS pour vous donner, des informations précises. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire éventuellement par SMS si vous avez mis alerte SMS:
allez dans votre espace en ligne, vous avez un message qui vous attend. Mais jamais ils vont vous dire dans ce SMS, «Faites tel numéro pour bloquer, telle information» ou alors, «Il y a tel montant qu'on veut bloquer, donnez-moi un code». Ça, jamais. Après également, le conseiller quand il va vous appeler, parce qu'il y a un service des fraudes, hein, c'est réel. Quand il vous appelle, il va pas énoncer vos éléments. Il va pas vous dire: «Vous êtes bien madame Beauvais, vous habitez bien à telle adresse». Il va vous demander de les confirmer. Est-ce que vous pouvez me dire qui êtes-vous? Donc vous êtes bien OK. Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous pouvez me donner des éléments comme votre deuxième prénom, votre adresse email? Mais il va pas relater lui, en fait, les informations. On ne doit pas vous les donner. C'est vous qui devez les confirmer. Donc ça, c'est aussi un élément parce que, bah, moi, comme tout le monde, hein, j'ai été victime de fraude, malheureusement et il y en a un qui m'a tenu 10 minutes au téléphone parce que c'est hyper pertinent. Donc ça, c'est terrible, mais moi, les deux trois trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille parce que je suis du métier, c'est que du coup, il avait ce truc de me dire: «Vous êtes bien Ludivine Beauvais, vous habitez bien telle adresse?» Et donc je disais: «Oui», mais bon, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être un gars qui est nouveau, il a pas trop les process, passe encore». Puis après, il donne le nom de la carte. «Vous avez bien une carte Gold, Visa, Premier, Mastercard?» Et en fait, il m'a énoncé toutes les cartes premium qui existent sur le marché. Et j'étais en mode: «Ouais, OK». Puis après, au bout d'un moment, il me dit: «Bon, il y a une fraude en ce moment en Espagne», donc souvent, c'est des pays où on a beaucoup de fraude, hein, Espagne, il y a États-Unis, Allemagne. Moi, ça a été mon cas, États-Unis, Allemagne, Espagne, où en fait, le gars me dit: «Il y a un paiement en cours là de 1 000 € et si on veut le bloquer, il faut que vous me donniez un code entre 4 et 6 chiffres». «Comment ça, vous savez pas quel est le nombre de numéros que vous m'envoyez? Vous devez le connaître». Et donc là, déjà, troisième tic, je me dis: «Bon, OK, ça sent pas bon». Donc en fait, la banque ne vous donnera jamais l'autorisation de communiquer un code. C'est pas On va pas vous demander de nous donner un code. Vous avez un code de sécurité pour vous connecter ou pour valider une opération. Ça a des noms un peu différents dans chaque banque, mais il y a toujours un truc avec la sécurité. Certicode, Securipass, enfin, c'est très ce terme-là et donc ça, vous ne devez jamais le donner, quoi. Au pire des cas, vous le tapez sur votre téléphone, mais en aucun cas, vous devez le donner à la personne. Et en plus, pour bloquer une fraude, il y a pas besoin de ça, jamais. Le service, s'il veut stopper quelque chose, il le fait sans votre demande. C'est lui qui va appuyer sur le bouton et il y a pas besoin de votre intervention. Donc, quand on vous demande d'intervenir, généralement, c'est répondez simplement: «OK, écoutez, je vais raccrocher parce que là, j'ai pas le temps», si vous avez pas envie de rentrer dans le jeu. «J'ai pas le temps, mais je vous rappelle» et dans ces cas-là, ça permet de stopper la conversation, de pas agir dans la précipitation, parce que ça, c'est un des trucs qu'il faut surtout pas faire. Ils vous mettent la pression. Ça, c'est un élément phare de la fraude, c'est: «Oui, mais là, tout de suite». Maintenant, quand il y a des fraudes, des fois, ils se font passer pour l'enfant de quelqu'un ou une personne proche, un ami. «Ah oui, oui, mais là, il faut absolument que tu m'envoies cet argent, c'est hyper important». Souvent, c'est Oui, le parce que caractère. j'ai lu qu'ils mettaient ça aussi en lumière, le fait que ça peut arriver quand il y a des séparations, Oui, quand il y a des deuils de famille. oui. Donc en fait, la personne, Elle est elle déjà dans un état exactement. émotionnel hyper irritable et donc en fait, ben, alors, ils vont pas faire exprès de tomber sur la personne qui est dans cette situation puisqu'ils peuvent pas le savoir, mais en fait, ceux qui vont se faire frauder sont ces personnes-là qui sont dans un état émotionnel déjà un peu à fleur. Donc bah, notamment, de semaine dernière lors de mon poste, c'était une dame qui venait de perdre son gendre. Bon, on n'est pas toujours préparé à ce genre de situation, c'est déjà bien assez difficile à vivre dans son quotidien. Et là, en plus de ça, c'était, «Non mais vite, il faut absolument bloquer ce truc, donc virez tout votre argent». Bon alors ça, moi ça m'hérisse les poils, mais bon après c'est parce que je suis du métier, mais il faut absolument virer tout votre argent d'épargne sur un compte particulier. Mais non, mais on vire pas de l'argent ailleurs que dans ces comptes. Déjà, vos comptes d'épargne, c'est de la sécurité. À partir du moment où c'est pas sur votre compte courant, peut trop rien se passer en fait. Un compte d'épargne, il y a pas de carte bleue, il y a pas de chéquier, il y a pas de paiement en ligne. Donc si c'est sur votre livret A, sur votre LEP ou LDDS ou même encore mieux sur de l'assurance vie, bah, il y a pas de risque en fait. Donc gardez dans votre épargne et ce qu'il y a sur le compte courant, si vous pouvez, déplacez-le dans un compte d'épargne. Mais ne mettez surtout pas sur un compte qui pourrait être dans une autre banque ou je ne sais qué. Ça n'existe pas. On vous demandera jamais de faire l'opération de déplacer de l'argent vers autre chose que vos propres comptes. Et puis donc, eh ben, en dernier, il y a l'élément où, vous raccrochez et vous regardez sur votre carte bleue ou dans votre application et vous avez le numéro pour le service, fraude. Donc vous rappelez vous-même: «Oui bonjour, je viens d'être appelé. Est-ce qu'il y a réellement une fraude en cours?» Et bah, du coup, vous savez que c'est le bon numéro parce que c'est celui qui est officiel sur vos documents et puis vous avez perdu peut-être 2 minutes. Donc en fait, finalement, même s'il y avait vraiment un caractère d'urgence, bah, c'est pas grave. C'est que 2 minutes et en 2 minutes, de toute façon, s'il y avait fraude, c'est déjà fait. Donc on n'est plus à 2 minutes près sur le principe.
et du coup, eux vont pouvoir vous dire: «Bah, non, on vous a pas contacté», puisqu'il y a un tracing de tous les appels qui vous sont passés. «Non, on vous a pas contacté» ou «Oui, on vous a bien contacté» et dans le fameux appel, frauduleux que j'avais eu, le monsieur me disait, quand je lui ai dit: «Bah, non, mais moi, je suis pas trop OK avec votre demande là». Il me dit: «Oh, bah, au pire, si vous êtes pas d'accord, allez dans votre agence de d'habitude». Ouais, alors la terminologie était pas très bonne quoi, l'agence de d'habitude, donc je me dis: «OK, mais qu'est-ce que» alors après, effectivement, il y a des personnes qui ont une élocution un peu moins bonne ou des termes un peu moins sympas, il y a pas de jugement de valeur. Mais disons que le cumul des éléments me faisait penser qu'il y avait un peu un truc qui allait pas. Et donc je lui dis: «Mais comment ça, ma banque de d'habitude?» «Beh, du coup, dites-moi c'est quoi mon agence de d'habitude?» Il dit: «Beh, celle où vous allez habituellement». «Oui, alors sur le principe, j'ai compris, mais donnez-moi le nom de cette agence». Et là, ça a raccroché. Et donc effectivement, bah, c'est là qu'on comprend que non, non. Donc ce qui était très flippant, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'infos. Tout, quasiment. Mais par contre, bah, du coup, on rappelle son service avec le bon numéro et on fait mettre en opposition la carte. Si jamais le compte a pu être fraudé, il peut y avoir une mise en blocage du compte, donc ça évitera des virements, des choses comme ça. Et premier réflexe, c'est on change tous les codes. Tous les codes. Code d'accès, code de validation, voire même, code de son téléphone parce qu'il y a des piratages de cartes SIM. Donc ça peut arriver aussi, mais bon, c'est plus rare et après on fait un petit message à sa banque en disant, «Je pense qu'on vient de tenter de me frauder» et là, on va vous demander un peu d'être, autonome sur le principe. Donc on va vous accompagner, mais on va vous dire: «Bah, zieutez un petit peu vos comptes tous les jours quand même. Faites l'effort, regardez ce qui se passe et si vous voyez quelque chose d'anormal, il vaut mieux prévenir que guérir». S'il y a Bien souvent, c'est des tout, tout petits montants. Donc, beaucoup de gens ne les voient pas passer, mais ça commence par 80 centimes, 1 €, Mmh. 2 €, 3 €. Ouais, et puis au Et fur et à mesure, ça monte, et ça en monte. fait, si vous n'alertez pas dans les 2, 3 jours sur ces sommes-là, bah, pour eux, c'est bingo, on peut y aller et là, c'est 400, 500, 2 000, 3 000, ça dépend de vos capacités sur les comptes et par votre carte, mais ça peut aller très loin. Moi, en Allemagne, alors bon, j'étais hyper ravie de l'idée, mais ils m'avaient fraudé au départ 2,80 €. Un site, lambda sur lequel j'achète jamais, enfin que dont je connaissais pas le nom et 2 jours après, c'était, 400 €. Sauf que quand j'ai recherché ce que c'était, parce qu'il y avait quand même la dénomination, c'était des gilets d'explosifs. Donc j'étais pas hyper à l'aise après ça. Je me suis dit: «Wouh, je peux voir débarquer le GIGN à la maison, au secours». Donc voilà, mais bon après, heureusement, il y a des assurances. Si vous êtes pas à l'origine du paiement, si vous n'avez pas donné de code et c'est là où il faut être très vigilant, il faut surtout pas donner de code ou de valider d'opération. Parce que si vous validez votre opération, vous êtes à l'origine du paiement et donc là, l'assurance ne couvre plus. Et ça, c'est terrible. Parce que sur le principe, je dirais, bon, à regarder, hein, moi, c'est mon rôle aussi, c'est de faire un état des lieux. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui chez moi? Une carte, une assurance ou pas? Vous l'avez pas, ben c'est un choix peut-être, vous avez pas envie de la payer et c'est votre droit. Maintenant, nous, on la recommande et bien souvent, ça couvre entre 10 et 12 000 € de fraude. Donc c'est déjà bien assez puisque la carte bancaire, elle va avoir une capacité de 3, 5, 8 000 € si vous avez une carte Visa premier, peut-être 12 si c'est de la un peu plus haut, mais ça suffit normalement à protéger. Mmh. Et la banque maintenant est assez réactive puisque vous pouvez tout de suite nommer les opérations qui sont frauduleuses. Donc quand vous allez mettre opposition à votre carte, vous dites: «Bah, ça, c'est pas moi» et généralement, c'est des opérations connues puisque c'est souvent les mêmes opérations qui Mmh. ressortent. Un billet de voyage, d'avion ou, un hôtel en Espagne à 1 000 balles, enfin des trucs comme ça. Et donc là, la banque vous rembourse très rapidement, en une semaine en général, c'est Mmh. réglé. Sauf si vous avez eu le malheur de valider avec votre code. Moi, j'avais eu une expérience un peu comme ça il y a quelques années, bah, quand je passais mon concours pour, rentrer à l'école de Montpellier Mmh. et j'ai dans le week-end avant le concours, j'étais allé retirer de l'argent et donc copier ma carte avait été copiée Mmh, ouais. et lundi matin 9 heures, la banque qui m'appelle, enfin le service fraude du coup qui m'appelle de ma banque et qui me dit, «Bonjour, voilà, on vient de bloquer, 3 virements de votre compte cette nuit, 1 pour la Chine de 1 000 € et 2 pour l'Espagne de 500 €. Est-ce que vous confirmez que vous n'êtes pas à l'origine de Oui. ces virements-là?» Oui, effectivement. Et ils m'ont dit: «Bon, vous inquiétez pas, on a bloqué, ça a pas été débité et cetera». Par contre, après, moi, ce que j'avais trouvé chouette, c'est que, bon, à l'époque, j'avais, 20 ans, donc en plus, un peu de stress et tout. Et ils m'avaient vraiment accompagné sur toutes les Mmh. démarches, ben, l'opposition de la carte, la destruction de la carte, Oui. parce que c'est ce qu'ils m'avaient demandé de faire vu qu'elle avait été copiée, Mmh. la modification des mots de passe et cetera. Le service France m'avait tout guidé au téléphone et j'avais trouvé ça quand même, bien Mais et réactif pour le coup parce oui, que les ordres avaient été faits dans la nuit du dimanche au lundi et le lundi à 9 heures, c'était déjà réglé, ouais. quoi.
Non, mais c'est super, mais c'est enfin, il y a un rôle énorme dans notre métier, c'est celui de faire face pour les victimes. Parce que Mmh, lorsque c'est ce cas-là, bah, on est complètement victime. Il y a des totalement. personnes qui vont se sentir vulnérables. Comme on le disait, ça peut être dans des périodes très compliquées pour certains. Oui, Et bon, bah, malheureusement, il y a eu, des cas où ça a pu être dramatique puisque les personnes l'ont tellement mal vécu qu'il y en a qui ont mis fin à leur jour parce que c'était des fraudes vraiment conséquentes. Enfin, donc en fait, avec le temps et je suis contente d'entendre ça aussi, c'est que c'est pas pris à la légère. mmh. D'une part parce que la banque a son intérêt aussi, il faut pas oublier qu'elle, ça lui coûte de l'argent. Donc en fait, elle a aucun intérêt à laisser faire, donc elle va réagir pour rapidement endiguer le problème, même si ça lui coûte des milliards à l'année. Mmh. Mais bon, l'idée, c'est de bloquer et puis de prendre en compte ses clients humainement, parce qu'on est des conseillers et qu'on est là pour accompagner dans les projets et qu'on sait qu'une fraude, suivant l'incidence, bah, elle peut bloquer des projets pour beaucoup de personnes. Tout à fait. Donc, très bien, je suis contente d'entendre ça. C'est chouette. Même si c'est pas chouette qu'il y ait eu des fraudes pour toi, mais Non, non, mais enfin, moi, du coup, j'en ai quasiment pas subi les conséquences parce que, bah, pour le coup, la banque avait été ultra réactive réactive. et moi, j'avais même pas vu l'argent partir de mon compte. Le seul, problème que j'ai eu en soi, c'est de pas avoir de carte pendant 10 jours parce qu'à l'époque, il fallait 10 jours pour avoir une Ah carte. oui, ouais, ça a changé un peu, ça c'est bien. C'était C'est il y plutôt réactif a maintenant. c'était il y a 10 ans, mais Ouais, bon, puis si j'avais besoin d'argent, j'allais à la banque et avec ma carte exactement, d'identité, on me donnait de l'argent et puis exactement. c'était réglé, quoi. Je veux Mmh dire, mh. c'est un moindre mal comparé aux sommes que j'aurais pu perdre et aux démarches derrière que j'aurais pu avoir s'ils avaient pas été actifs. Ouais, Donc je complètement, complètement. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu conseillerais aux personnes de regarder quotidiennement leur compte? Alors, il faut savoir qu'il y a des études qui sont menées sur le nombre de fois où on regarde ses comptes par jour. Et je pense que vous serez extrêmement étonnés, on peut faire le jeu, hein. Vous pensez que les Français, en moyenne, regardent l'application de leur banque combien de fois par jour? Moi, je regarde mes comptes, mais c'est parce que quand j'ai fait une formation, on me l'a inculqué et je regarde 1 à 2 fois par jour. ouais, OK. pareil, pareil 1 à 2 fois par jour. Ouais, Mais je ben, pense que c'est beaucoup moins, en ah vrai. non. C'est vrai? Ah, vous allez être épatés, hein. 17 fois en moyenne par jour. 17 Alors, fois? 17 connexions à son espace en ligne, en moyenne par jour. Simplement parce que les gens vont avoir tendance à ouvrir. Ah non, bah, je sais plus ce que je voulais regarder. OK. Réouvrir, OK. Après, c'est: «Ah putain, fallait que je fasse un virement». Donc en fait, dans la journée de 24 heures, on se rend pas compte, mais si on fait la moyenne, il y a les études qui ont montré que ça représente 17 fois par jour et pour autant, on arrive quand même à avoir des gens qui ne les regardent pas du tout. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le regardent 50 fois par jour, quoi. Potentiellement, Exactement. Après, c'est pareil, il y a une question de, bah, typologie de personnes, hein, l'âge, l'habitude, les revenus, la vous avez des personnes qui sont en difficulté financière et qui vont avoir tendance à beaucoup regarder, mmh, parce qu'ils attendent absolument un paiement dans la journée ou un débit dans la journée hyper important et inversement, vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont besoin de regarder régulièrement, qu'il y en a toujours autant. Enfin, c'est très aléatoire, mais Oui, ouais, il peut y avoir des personnes qui ont pas beaucoup d'argent et qui sont dans le déni, donc ils vont se dire: «Ah, je regarde pas sinon exactement. je vais avoir C'est je le vais truc avoir de: peur». «Je veux pas avoir du rouge aujourd'hui». Je ne regarderai pas mes comptes, ça m'arrange. c'est vrai. Mais oui, c'est assez étonnant quand on m'a annoncé le nombre de fois, je me suis dit: «Waouh, 17 fois, c'est vraiment beaucoup». Mais c'est une réalité. Et là, tu Ouais. parlais des virements, du coup, il y a une petite idée reçue qui dit que si, si je fais un virement par erreur, je peux toujours récupérer mon argent. Qu'est-ce que Alors, tu en penses et est-ce que c'est vrai ou c'est irréversible? Peut-être que ça dépend du montant. il y a Ouais. plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faut distinguer déjà le virement entre ses propres comptes et un virement vers l'extérieur. Tu l'envoies, à une personne que tu ne connais pas, heu, tu as quasi zéro chance de pouvoir annuler l'opération. Il y a aussi le virement par erreur de ta part ou celle de la banque à l'accueil, ils se sont loupés, ils ont mis un zéro de trop, un zéro de moins. À partir du moment où la banque est fautive, elle a plus de possibilités de revenir en arrière et donc de récupérer. Mais déjà, il y a des délais. Passé 24 heures, ça devient quasi impossible informatiquement. Et après, il y a aussi, bah, oui, le fait que déjà, pourquoi tu aurais fait un virement si tu es pas sûr de toi? Moi, je te dirais, bah, si tu fais un virement, c'est parce que tu as la certitude que ce que tu vas faire est OK et en plus de ça, non, je vois pas comment on pourrait récupérer un virement une fois que tu l'as émis. En plus, nous, on n'est pas au courant, donc il faudrait que ce soit toi qui aies la démarche de dire: «Ah bah non, je me suis loupé». Donc à peu près 95 des fois où ça arrive, bah, il faut demander à celui à qui on a envoyé de restituer et là, bah, tu es à la bonne volonté de la personne, qui va recevoir les fonds. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide, passé, ça fait quelque temps maintenant que les virements, on les reçoit avant, il y avait toujours 48 heures minimum. Mmh. Maintenant, ça commence à être un petit peu plus rapide. Donc éventuellement, si tu te loupes, ouais, en 2-3 jours, tu peux récupérer, mais si la personne en face est OK. Par contre, entre tes comptes, il y a zéro problématique puisque c'est juste des opérations,
blanche, donc c'est Mmh. pas gênant. Mais dès que tu fais vers l'extérieur, non, enfin, c'est vraiment très compliqué et alors le summum de l'impossibilité, c'est à l'étranger. À partir du moment où c'est un RIB, on avait beaucoup de fraudes sur la Lettonie, la Lituanie, ces pays-là et les RIB le RIB, alors ça, c'est une info comme une autre, mais FR, c'est pour les RIB français Mmh. et puis après, bah, IR, BE, enfin tout en fonction de ES pour l'Espagne et cetera et si vous avez un RIB pour une personne qui n'est pas FR, prenez vraiment le temps avant de faire quelconque, virement, quoi. On n'envoie pas à n'importe qui parce que là, pour le coup, dès que c'est étranger et encore pire, hors Europe, Mmh. bon là, on arrête de jouer, hors Europe, on évite. Hier, j'ai une demande, pour la Turquie. J'ai demandé, vraiment de façon insistante à la personne, de prendre le temps de le faire en lui disant: «Moi, je vous le recommande pas. 22 000 € en Turquie, non mer» enfin vraiment, elle me dit: «Oui, mais c'est un voyage organisé». Ouais, OK, c'est cool, mais déjà un voyage organisé 22 000, est-ce qu'on est OK? Est-ce que vous avez des documents qui vont avec ça? Est-ce que vous connaissez vraiment bien la personne? «Oui, oui, mais je suis déjà partie avec lui». OK. Moi, mon rôle, c'est de vous dire: «N'y allez pas, quoi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment, je vous le recommande pas». Et tu vois, là, ça me fait rebondir. Là, par exemple, tu es en alerte, donc tu lui dis de De ne pas pas faire. procéder à ce virement. Tu peux être que dans le conseil, Oui, tu peux pas vraiment pour la protéger, c'est votre argent. OK. Alors je peux être filou et je le suis en général, mais uniquement dans l'intérêt de mes clients, c'est terrible, hein, mais c'est que je vais dire: «Beh, moi, j'ai pas le temps. Là, tout de suite, je peux pas». Si vraiment je sens que la personne, elle est prête à faire l'opération, je vais jouer sur mon temps. Parce que c'est vrai, on le sait, hein, on est très chargé en niveau boulot comme absolument tout le monde dans sa vie. Bien souvent, une personne qui arrive à l'improviste pour demander une opération, qui a pas pris de rendez-vous, ben, on va lui dire: «Non, mais là, je peux pas» et je vais le faire en règle générale dans ma journée. Si c'est un virement classique, je vais le faire entre 2 clients pour rendre service. Mais par contre, si c'est quelque chose qui me met en alerte, rapidement, ou quand enfin, il y a un peu un truc aussi de ressentir la personne. Moi, quand j'arrive, je vois la personne un peu inquiète ou stressée ou dans un état on pose beaucoup de questions. Alors c'est vrai que c'est des fois un peu intrusif, mais voilà, moi ça va être, «Oui, mais vous partez quand? Et c'est quoi ce voyage?» Enfin, on va me dire: «Mais ça peut te faire quoi?» Enfin franchement, c'est mon voyage. Ouais, ben c'est comme ça que je vais pouvoir t'aider et donc moi, dans ces cas-là, je ne peux pas empêcher, mais par contre, je vais jouer sur le fait que, beh, de toute façon, votre dossier il est pas complet, il me manque des documents, donc vous allez revenir avec des documents. Et il y a un cadre, légal officiel, hein, c'est que moi, il me faut le justificatif de l'opération. Donc je veux, un devis, quelque chose qui prouve que cet argent va là-bas. Ça, c'est financement de terrorisme et blanchiment d'argent. Donc ça, c'est mon métier de respecter les règles françaises et donc je vais jouer sur ça pour retarder l'opération au maximum. Et effectivement, bah, si au bout de la deuxième fois, la personne est extrêmement insistante et qu'elle a l'air sûre d'elle, je vais mentionner dans son dossier que je lui ai fortement décommandé et déconseillé, mais que la personne a procédé à l'opération malgré mon OK. conseil. Et du coup, toi, pour te protéger, tu peux faire signer une décharge ou ce genre de Alors, il choses? y a des fois des décharges suivant vraiment l'opération, Parce notamment que j'ai eu le par exemple, cas, tu évoques 22 000 €, c'est une grosse somme, c'est une certaine somme. c'est pas Ça peut les être des plus mois et grosses. des mois d'épargne, même si c'est pas les plus grosses. Non, non, mais puis, enfin, en fait, faut jamais supposer que c'est peu ou beaucoup. C'est que ça dépend de la surface de la personne et de sa vie. Bien sûr. Donc, moi, même 100 € pour une personne, bah, ça peut être monstrueux parce que suivant combien elle gagne, n'oublions pas, hein, à Madagascar, 100 € c'est, le salaire mensuel. Donc, voilà, Mmh. hein. Donc, mais par exemple, ouais, ça va être, le montant va me faire flipper. J'ai eu le cas de personnes qui ont mis toutes leurs économies et c'est pas une satisfaction pour moi parce que je me suis protégée, mais au final, ils l'ont quand même fait. J'ai fait en sorte d'avoir 4 rendez-vous. Ils avaient une soixantaine d'années, ils voulaient investir sur des placements financiers, en Espagne, d'un monsieur qui était absolument extraordinaire, qui venait de rencontrer, qui était génialissime. Oui, oui, bien sûr, ils sont toujours géniaux. Ils sont très souriants, très gentils, très formidables, hyper chaleureux. Ils vous appellent par votre petit prénom, il y a même des petits diminutifs et ce couple-là, c'était toutes leurs économies, 80 000 € au total. Donc il y avait les frais, 60 000 étaient placés, 80 000 ça servait les 20 000 servaient à autre chose et je leur ai décommandé. La deuxième fois où ils sont venus, ils étaient pas très contents parce que, ben, je les fais poireauter sur le principe, mais moi j'avais mes raisons et je leur ai même demandé d'en parler à leurs enfants. Je leur ai dit: «S'il vous plaît, mais même venez, on les appelle. On fait un rendez-vous tous ensemble, j'aimerais avoir vos enfants au téléphone, avoir leur avis». «Non, mais on leur a déjà parlé, ils sont OK, puis ils savent que c'est notre argent». Je dis: «Mais en plus, enfin, il y a une question de surface financière, enfin, c'est toutes vos économies». Mmh. Et ben, malheureusement, alors moi, il y a eu 4 rendez-vous au total. Le quatrième a servi à faire le virement, mais moi, j'ai tout tracé. Mes inquiétudes, mes doutes, les questions que j'ai posées, les recommandations que j'ai données. 1 an et demi après, ces personnes-là sont revenues dans le bureau où j'étais à ce moment-là et ils ont tout perdu.
Ce qui a protégé la banque pour laquelle je travaillais, bah, c'est que j'avais tout tracé. Mais moi, en soi, je n'ai rien à faire d'avoir tout tracé. Oui, je sais que j'ai fait mon boulot, mais ces gens-là, ils ont tout perdu, quoi. Et les conséquences derrière, ben, c'est hyper triste parce que quand vous prévoyez de transmettre des projets, ils pour leur ont retraite. mais c'est terrible, enfin et puis voilà, c'est toutes leurs économies. Donc en fait, ce que je dirais aux gens aussi, c'est qu'un conseiller bancaire, il est pas là pour vous casser les pieds, quoi. Il est juste là pour vous accompagner à fond dans vos projets. Moi, je suis trop contente de parler des projets des gens et de prévoir, sur 2 ans, 5 ans, 20 ans, tout ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils y arrivent. Mon rôle, c'est de faire en sorte que ça arrive au bon moment. Donc si c'est pas le bon moment pour vous, je vais être honnête, bah non, achetez là, en ce moment, je vous le conseille pas. Franchement, c'est pas cohérent dans votre projet. On en reparle dans 1 an, dans 2 ans. Ce projet-là, je trouve qu'il vous correspond pas. Maintenant, c'est du conseil. Mais je ne peux pas bloquer l'opération. Donc à la fin, ça reste l'argent de la personne. Bien sûr. Là, tu parlais de banque. Est-ce que du coup, tu veux citer pour quel organisme tu as eu travaillé ou au jour Ah, j'en ai d'aujourd'hui? qu'une et je travaille pour la Banque Postale depuis OK. 6 ans. J'aime bien ma banque. Je suis assez, corporate pour le coup, je trouve qu'on est suffisamment OK pour pouvoir, avoir une approche client, humaine. On est comme toutes les banques, on doit gagner de l'argent, on a des attendus, on a des rôles, précis sur certains domaines. Comme tu disais tout à l'heure, je ne fais pas d'immobilier parce que dans la banque postale, on a scindé 2 particularités, c'est les conseillers qui font tout, comme moi, et le conseiller qui fait un peu de tout sur des clients patrimoniaux et de l'immobilier. Le patrimonial, c'est des personnes qui ont une grosse surface financière, des gros revenus, qui Mmh. vont avoir beaucoup de Toi, biens. tu as un portefeuille un peu monsieur et madame tout le monde. Et ben, en fait, j'ai de tout. C'est même OK. j'ai du patrimonial aussi, hein. Je fais des conseils sur des placements à 300 000 €, où c'est des personnes qui ne s'en servent absolument pas et pour qui c'est une toute petite partie de leur épargne. Donc Mmh. oui et j'ai aussi des clients qui sont en fragilité financière, qui ont, 500 € par mois et qui n'arrivent pas à mettre, enfin dans ma journée, je passe vraiment du coq à l'âne, où je vais parler fiscalité, transmission. Dans la même journée, j'ai fait des conseils pour des gens de 80 ans sur comment transmettre, comment protéger leurs enfants et cetera et en même temps, j'ai aussi, pris les comptes d'un monsieur et on s'est posé sur la table et on a dit: «OK, ça, bah, votre assurance, c'est 80 €. Ça, combien il reste à la fin du mois et combien vous pouvez mettre sur votre livret A tous les mois?» Bah, ce monsieur, il mettait, 20 €, bah, c'est déjà trop bien, quoi. On a réussi à trouver des solutions, à faire des petites économies à droite à gauche, à mettre des petits trucs en place. Donc oui, oui, je et les ouvertures de livrets d'enfants d'un an, enfin, voilà. Donc moi, je fais tout ça. J'amène les dossiers immobiliers, donc je vais parler immobilier, je vais parler projet immobilier, je vais monter la totalité des infos, je vais collecter les documents, mais je ne procéderai jamais au montage du financement. C'est mes collègues qui vont le faire. Moi, j'amène le bébé Oui, et ils prennent le c'est relais. pas toi qui donne l'accord ou qui Non, envoie au jamais. Mais de toute siège ou façon, enfin, ce genre de techniquement, choses. en immobilier, c'est jamais le conseiller qui donne l'accord, même si, vous avez un conseiller immobilier, même lui, il est pas d c'est le service risque à la fin qui valide. Ça n'existe, quasiment plus les conseillers qui aujourd'hui mettent un tampon en disant, «Accepté». Je peux vous annoncer par rapport à votre dossier qu'il va être accepté, par quasi certitude, mais c'est pas moi qui survalide. Bien sûr et puis ça les protège aussi. Complètement. Ça fait en fait, ça fait double, effet parce qu'il y a beaucoup de fraude aussi au crédit, n'oublions pas, hein. La fraude à l'identité amène la fraude au crédit, puisque si on vous vole vos identités, ça va servir généralement à faire du crédit, donc ça, c'est terrible, hein. J'ai fait pour le groupe, en fait, justement pour La Poste, alors c'est trop bien parce qu'ils font de l'innovation. Tous les gros groupes proposent de faire de l'innovation à ses employés et donc j'ai participé à un projet d'innovation où le sujet c'était, justement l'usurpation d'identité. Donc j'ai bossé dessus, pendant plusieurs mois. Bon, après, j'ai eu un accident entre-temps, donc ça a un peu stoppé le projet, mais pour autant, bah, du coup, quand on travaille là-dessus, on découvre ce que c'est que l'usurpation d'identité et les conséquences et il y avait, justement des crédits de 60 000 €, avec des identités frauduleuses. Ils prennent votre carte d'identité, hein. C'est juste que, bah, après derrière, ils vont réussir à contourner le système pour faire un crédit à votre nom et vous laisser la dette. Et on voit de plus en plus d'ailleurs d'usurpation d'identité aussi pour, racheter des sociétés. Alors, je suis moins calée sur le sujet, mais clairement, l'usurpation d'identité, c'est le même concept que la fraude. OK. Ça reste de la fraude et c'est en perpétuelle, évolution. Moi, j'ai des anecdotes de dingue. Quand je montais sur Paris, je prenais des Uber, des Bolt, enfin, qu'importe le terme. Et bon, vous l'aurez compris, je suis assez, joyeuse, joviale, donc c'est peu commun sur Paris et donc moi, je discute avec tout le monde. Et donc, bah, moi, je discute avec mon chauffeur, quoi, le temps du trajet. Et il y a une fois où j'ai eu un chauffeur, il me dit: «Ah, vous êtes monté pourquoi?» Je dis: «Bah, pour le boulot». Il me dit: «Vous faites quoi?» «Bah, je suis conseiller bancaire»
Et en fait, je sais pas, le gars, j'ai dû lui inspirer confiance. Il m'a raconté toute sa vie. Il a fait de la prison, il était, arnaqueur. «Oh mais vous, les banquiers, vous regardez rien. Moi, je m'étais mis un faux, grain de beauté et bah, du coup, on n'a pas pu dire que c'était moi, hein, donc j'ai gagné et puis, des fraudes, bah, moi, pour pouvoir récupérer les documents des gens, bah, je mets des annonces d'appartements sur Le Bon Coin. Donc ça, c'est the fraude à l'identité, hein. Donc là, si vous voulez un bon tips, c'est proposition d'appart parce qu'on est dans une période depuis le Covid où les taux immobiliers, c'est compliqué, les achats immobiliers, c'est compliqué. Donc maintenant, il y a beaucoup besoin de location et c'est très complexe à trouver. Et donc ce monsieur, en fait, mettait une fausse annonce et les gens avaient tellement envie d'avoir cet appart que c'était: «Beh, envoyez-moi fiche d'impôt, fiche de salaire, pièce d'identité». Mais tu vois, en Il a plus, tout. c'est Mmh. difficile parce que, surtout pour être un peu dans le milieu et de louer des appartements, pour pas aller faire non plus des visites pour rien, tu veux avoir ces C'est docs. évident, Et mais ils ont complètement compris. Donc en donc fait, c'est compliqué parce que les gens, du coup, ils sont oui. réticents de le faire, mais en même temps, toi, tu en as besoin. Oui. Alors, il y a plein de systèmes. Il y a des applis, il y a des sites qui existent. Vous pouvez poser des filigrammes sur vos documents. Donc en fait, impôts.gouv a créé plein de justement de choses sympas pour pallier à ça, hein. Quand j'ai fait le projet, on il y a d'autres solutions qu'on aimerait amener sur le marché, mais en l'occurrence là, bah, mettre des filigrammes sur vos documents d'impôt. Vous pouvez aussi, demander à faire vérifier, bah, les annonces, est-ce qu'elles sont OK ou pas? Maintenant, en plus, les sites comme Le Bon Coin ou autres peuvent, en fait, certifier un peu les annonces, dire: «Elles sont OK, elles sont pas OK» et puis s'il y a des doutes, bah, je dirais toujours: «S'il y a doute, n'y allez pas». Et du coup, si une personne veut se protéger en mettant un filigrane, Il va sur impôts.gouv il va et sur il y a un Un outil? item, ouais, un outil pour mettre il y en a d'autres, je les ai juste pas en tête, mais il suffit de taper sur Google, «Comment protéger un document pour le transférer». Il y a aussi des plateformes pour transmettre des documents et pour que justement ce soit sécurisé. Parce que du coup, la personne émettrice et la personne réceptrice sont vérifiés, en fait. Donc on sait que justement c'est pas, mais ouais, les dossiers de location, c'est le moyen pour choper, des documents et ensuite après utiliser pour faire de la fraude, bancaire. et Et donc ça, ce c'est gars-là m'avait balancé ça, mais comme ça, enfin tellement normalement, c'était génial, une quoi. grosse alerte pour tout le monde, là. Tu as Oui. Ouais. d'autres, anecdotes un petit peu là-dessus? Bah, c'est la principale. Après, toutes les autres anecdotes, ça a été, une personne qui se fait voler sa pièce d'identité, dans le métro, son sac à main et autres, qui va la déclarer fraudée, enfin volée pardon, à la gendarmerie, mais qui ne va pas surveiller après. Et en fait, il y a des systèmes, vous avez le fichier de la Banque de France, donc ça, si un jour vous l'avez jamais fait, bah, à l'occasion, essayez. Vous pouvez demander à consulter le fichier de la Banque de France en ligne. Donc vous allez sur Banque de France, c'est national, chaque département en a un, nous c'est Digne-les-Bains, vous avez Gap, et cetera. Mais sur le site, vous pouvez en mettant vos informations, nom, prénom, date de naissance, et cetera, savoir si vous êtes fiché par la Banque de France et la raison. Un chèque impayé, une carte, enfin des paiements, qui n'ont jamais été honorés, un compte bancaire, clos avec une dette ou un crédit non honoré. Alors ça, le problème, c'est que c'est après. Parce que c'est malheureusement, une fois que ça a été fraudé, ça ressort à peu près 3 mois après dans les fichiers, puisqu'il faut 3 mois pour ficher une personne en Banque de France. OK. Mais ça permet parce qu'il y a des clients qui ont découvert qu'ils étaient fraudés, parce qu'ils montaient un dossier immobilier et nous, on fait toutes les interrogations avant d'octroyer un prêt et donc ben, on disait: «Mais vous avez une dette, vous êtes fiché pour 60 000 de crédit non remboursé» et ben, c'était une méga fraude, quoi. Donc là, de temps en temps, se rassurer à aller regarder, je dis pas tous les mois, hein, mais une fois par an, vous faites le petit, rendez-vous avec votre conseiller bancaire et quitte à avoir la tête dans la banque et les finances, bah, regardez le fichier Banque de France, au moins ça vous rassure. OK, c'est un bon tip ça Et aussi. si jamais ça nous arrive de nous faire, ficher comme ça, qu'est-ce qu'il y a comme recours? Dépôt de plainte. Première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est toujours dépôt de plainte pour dire: «Je ne suis pas À à l'origine? l'origine de tout ça et je suis victime» et dès que ça c'est fait, ça va permettre de lancer un petit peu les démarches. Alors moi, c'était le rôle de ma proposition d'innovation, c'était de créer en fait, une appli ou physique parce que les gens ne sont pas toujours applis. Puis alors quand on est fraudé, on prend un peu un recul justement sur tout ce qui est internet, donc on se dit: «OK, bon, celui qui m'a piqué, c'était sur internet, donc je vais arrêter de faire des trucs sur internet» et donc c'était de rendre en fait une safe place. Donc moi, j'avais proposé les bureaux de poste parce qu'il y en a partout Mmh. et donc j'avais dit: «Bah écoutez, on va former nos agents d'accueil». Je sais qu'il y a parfois un peu des a priori sur, les agents d'accueil de la poste, mais
ça évolue dans le bon sens et on commence à avoir vraiment des super personnes à l'accueil, humaines et donc en fait, c'est de former les gens et que si vous vous faites voler votre papier d'identité ou que vous commencez à avoir une suspicion de fraude, quelque chose qui vous met en alerte, bah, vous vous rendez dans un bureau de poste et nous, on aura un process. On va vous aider à faire toutes les étapes, donc le dépôt de plainte. On peut même vous aider à pré-remplir des éléments parce que ça peut se faire en ligne, un dépôt de plainte. Suivant le sujet, vous pouvez le faire en ligne. Mais ça, il faut le savoir et Mmh. donc ça aurait été le rôle un peu de dire: «Bah, écoutez, venez, on le fait ensemble» et nous, il y avait toute une arborescence pour, chaque étape de qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pensez que vous êtes fraudé? Et qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec ça? Et donc après, éventuellement, c'est rédiger un courrier à destination de tous les services de fraude de banque pour dire: «Bah, on m'a fraudé, on m'a volé ma carte, n'octroyez aucun prêt dans, les 6 prochains mois ou la prochaine année, parce que potentiellement s'il y a un prêt, je n'en suis pas à l'origine» et donc une fois que le service fraude réceptionne ce courrier, il peut pas dire qu'il était pas au courant et donc là, en fait, ça couvre un peu la personne de dire: «Bon, bah, s'ils font une bêtise en octroyant un prêt, moi j'avais prévenu» Mmh. et donc moi, il y avait un côté aussi, un côté pour les entreprises justement d'avoir un petit curseur vert, jaune, rouge sur une identité en disant: «Bah, cette identité-là, on n'a pas recensé d'infos, donc vous pouvez octroyer des prêts». Orange, c'est on n'est pas sûr, il y a des homonymes, attention, peut-être que cette personne-là, elle a été sujet ou il y a longtemps et rouge, c'est, bah, non, on a bien cette personne qui a déclaré. Donc avoir perdu sa pièce d'identité ou une tentative d'usurpation d'identité. Ça se mettra peut-être en place, dans les années à venir, ça prend du temps, puisqu'il faut développer des applis, il faut beaucoup de financement pour ça. Mais toutes les entreprises aujourd'hui travaillent sur des solutions pour protéger les gens contre l'usurpation d'identité. Aller en gendarmerie, déclarer la pièce d'identité, surveiller vos comptes, surveiller, il y a tout ce qui est EDF aussi, ils font beaucoup de contrats chez EDF pour, usurper avec votre RIB et du coup, c'est vous qui payez les contrats de je ne sais qui. Ouais, ça arrive aussi donc OK. surveiller les comptes, en fait, c'est un peu un des meilleurs moyens. C'est pour ça que, ouais, les 17 consultations par jour, si tout le monde pouvait en faire au moins 2, ce serait déjà une le matin, une le soir, c'est déjà cool, quoi. Je veux pas inciter les gens à surveiller leurs comptes, c'est pas l'idée, mais en tout cas, les inciter à rester vigilants. Oui, surtout le temps qu'on y passe sur, nos Bah, le smartphones, le téléphone, téléphone. On peut prendre moi, du coup, c'est ce que je fais une fois le Bah, matin, une fois le soir. pareil. c'est ça. C'est en plus, c'est quelque chose que tu mets en place, après c'est C'est un automatique. automatisme, en fait, hein. Oui, Tu oui, bois ton café, tu Mmh. regardes ton compte, ça prend 3 secondes et c'est ça. basta. Ou moi, je sais quand j'attends des virements de clients ou quoi que ce soit, C'est juste ça. de checker que ça a été fait. La personne Faut te dit que ça a pointer. été fait, tu pointes C'est et au moins ça. tu passes à autre chose, Et mais s'il y a doute, même un paiement, moi, il m'est arrivé de voir un truc et l'intitulé de la carte que j'avais fait me paraissait pas logique par rapport à là où j'étais allée. Des fois, il y a des trucs, ça veut rien dire. Vous allez à Intermarché, pas loin, bah, l'intitulé, c'est Sadespine. oui. Voilà. Bah, ça, c'est pour un client. S'il y a doute, pas grave, mettez en opposition. Au pire des cas, vous avez évité une fraude. C'est tout. On refait une carte. Vous avez souvent des assurances qui permettent de refaire la carte gratuitement, à vérifier, mais on vaut mieux faire une carte, payer 20 balles sa carte une fois que d'être fraudé de je ne sais combien. Donc si vraiment, quand vous checkez vos comptes, il y a un truc qui vous paraît un peu bizarre, il vaut mieux mettre en opposition momentanée, appeler la banque, checker sur Google, parce qu'en vrai, vous tapez Sadespin sur Google, vous voyez Intermarché. Donc déjà, ça peut aider et puis, bah, après, si vraiment il y a doute, on met en opposition et on fait tout le nécessaire. Le banquier, il est plutôt pas mal là-dessus, hein, il va vous accompagner en général. OK. Tu as certaines personnes ou certains clients qui se demandent de stocker beaucoup d'argent Oui, sous le matelas, donc oui. en liquide. Ah. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que c'est une bonne chose de garder quand même un petit peu du liquide? Pas une bonne chose? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors, là, c'est toujours pareil, hein, j'ai plein d'anecdotes. Tu imagines bien qu'en 6 ans, j'en ai eu quelques-unes. Récemment, j'ai une cliente, récemment, je dirais dans la enfin, ça a pris 2 ans pour lui faire mûrir le sujet. Hem, Moi, je suis pas pour qu'on ait une certaine somme chez soi parce qu'il y a tellement de possibilités, un braquage, une inondation, un feu, un oubli, enfin bon, voilà et puis honnêtement, de l'argent sous un matelas, qu'est-ce que ça vous rapporte? Techniquement, c'est juste, bah, il perd de l'argent enfin, votre argent perd de la valeur puisque l'inflation va faire que votre argent perd de la valeur. Donc en fait, dans tous les cas, vous êtes pas gagnant. Par contre, j'ai extrêmement conscience que d'avoir un petit peu de liquide pour se dépatouiller, mais on parle pas de sommes astronomiques. Enfin, il suffit de regarder votre, fonctionnement habituel. Si vous dépensez, 500 balles dans les courses par mois, quel est l'intérêt d'avoir plus chez soi?
Enfin, l'idée, c'est de se dépatouiller pour au dernier moment avoir le calendrier, du pompier et lui donner les 20 € en liquide éventuellement. Mais bon, enfin, c'est même pas forcément nécessaire, quoi. Donc plus d'argent chez soi, je trouve que c'est superflu, ça rapporte rien et en plus de ça, c'est une prise de risque. Cette personne-là est venue me voir il y a 2 ans en me disant: «Ben, je veux faire un crédit, j'ai 50 000 en espèces chez moi». Je dis: «Bah, c'est super, mais je m'en fous». C'est trop bien, mais pour moi, ça n'a aucune valeur. Parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir la loi française dit que vous ne pouvez pas déposer plus de 1 500 € en espèces sur votre compte en banque et que si vous voulez redéposer de l'argent après ces 1 500, il faut attendre 30 jours. Donc en fait, vous ne pouvez pas déposer plus de 1 500. Ça, c'est leur loi pour éviter le blanchiment d'argent, le travail, au noir et cetera. Mais donc du coup, ben, en fait, ces 50 000 €, je lui dis: «Mais moi, je peux rien en faire. On va mettre des mois à ce que vous le redéposiez. Puis en plus, au bout d'un certain temps, quand vous déposez régulièrement du liquide, ben, on va vous demander pourquoi et d'où ça vient. Enfin, comment vous avez eu tout cet argent chez vous? Pourquoi c'est pas sur un compte? Comment on trace d'où vient cet argent? Comment je sais que c'est pas parce que vous avez vendu des kalachnikovs, moi? Enfin, je veux bien, mais c'est notre rôle aussi de banque parce que quand on apprend que votre banque a financé, l'attentat qu'il y a eu à je ne sais quel endroit, à Nice ou autre, bah, je peux vous dire que ça fait pas rêver, quoi. Donc on préfère éviter ça aussi, hein. C'est sûr que ça fait des grands mots et que tout de suite, les gens me disent: je suis pas un terroriste». Ouais, mais je suis ravie de le savoir, mais si je peux éviter que ça arrive, moi je suis plutôt contente, j'ai fait mon job, quoi. Et donc cette dame-là a mis plusieurs mois à remettre un peu des sous sur son compte et puis quand elle a voulu faire son projet, elle me dit: «Bon, du coup, je vous ai écouté, hein, on va ouvrir des comptes d'épargne». Je dis: «Bah, c'est super, puis vous verrez qu'en plus, ce qu'on va mettre en place, bah, vous allez gagner un petit peu de sous dessus et ça sera trop bénef». Et puis elle a regardé 1 an après, elle avait fait, sur un des placements, on peut pas parler de tous les placements parce qu'en plus, mais je crois qu'elle avait gagné plus de 500 €. Je dis: «Ça, sous votre matelas, vous l'auriez pas eu». Donc moi, je suis complètement contre parce que c'est une prise de risque inconsidérée, une prise de risque de perte d'argent inutile et en plus de ça, ça n'a aucune valeur de faire ça. Pourquoi faire ça? Si vous voulez donner de l'argent, aux petits-enfants, des choses comme ça, vous avez pas besoin de garder tout ça chez vous, quoi. Oui, surtout que moi, tu vois, j'ai une anecdote qui me vient en tête, où, il y avait une personne qui avait, je crois que je l'avais peut-être déjà raconté, Mmh. dans un podcast, mais il y avait une personne qui, du coup, dans son jardin, régulièrement allait faire le trou. En plus, du coup, tout le voisinage le voit au fond du jardin, déterré et Il s'est tout fait voler. oui, mais il y avait, pour Beaucoup. acheter un ou 2 appartements. Là, on parle d'une somme à 6 chiffres, tu vois? Mais ça sert tellement à rien. Enfin, Et je suis et triste pour la personne parce que 6 chiffres, elle aurait rien que donné aux petits-enfants, comme tu le dis, ou elle en aurait un petit peu placé et à la limite garder que, tu vois, un dixième à la limite pour vraiment si elle voulait avoir une sécurité d'avoir du liquide chez elle. Et là, Et au final, la personne qui l'a volé, elle va se retrouver avec les mêmes contraintes derrière pour pouvoir l'utiliser. oui, bon alors, enfin, ils sont malins, hein. Croyez pas, ils arrivent à le liquider, hein. Mais Oui, enfin, c'est comme ça que se oui, mais financent, il plein faut de choses. blanchir, mais Mais je trouve que pour cette personne-là, ce qui est terriblement triste, c'est que peut-être que c'est juste une personne qui a un a priori ou un manque de confiance aux banques, en se disant: «C'est des voleurs», parce oui, qu'on mais on a là toujours entendu ça, là, hein, c'était mais là, c'était complètement ça et puis en plus, c'est trop quand tu dommage. discutais avec cette personne, c'est que c'était devenu un réflexe. Ouais, C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'épargner, je sais pas, 20, 50, 100 € sur son livret A tous les mois, il prenait c'était: «Je oh vais aller, c'est terrible. Mais il y en a et j'ai des clients qui aujourd'hui, m'envoient gentiment bouler en disant: «Non mais moi, vos trucs là, assurance vie et tout, j'en ai rien à faire, de toute façon, il y a eu des krachs boursiers 2000-2008, il y en a qui ont perdu de l'argent, bien sûr. Donc il y a des gens qui sont un peu frileux à ça et ça s'entend, mais il y a tellement de solutions sans risque. Enfin, en fait, on vous propose pas que des trucs où vous allez prendre des risques pour votre argent et du coup, pour rassurer la quasi-totalité de la population, j'ai beaucoup de clients ces derniers temps qui me disent: «Oh, mais j'ai lu un truc, à partir d'un certain montant, l'État français, il peut piocher dans nos comptes». Oui, alors, pas de panique les gars, hein. Si on en arrive là, c'est qu'on commence à fonctionner au troc. C'est que l'argent n'a plus de valeur déjà, techniquement, puisque pour que l'État ait le droit d'aller piocher dans nos comptes, comme il y a pu y avoir en Grèce à un moment donné, quand c'était la grosse galère pour eux, il faudrait qu'il y ait donc une déclaration de guerre civile, donc il faut être en état de guerre civile. Deuxièmement, vous avez des sécurités qui font que chaque établissement va garantir 100 000 € par personne. Et, par exemple, à la banque postale, vous avez votre compte courant, c'est la banque postale qui détient la somme. 100 000 € sur votre compte courant, protégés, ils ne peuvent pas toucher. Vos livrets A, bah, c'est aussi une autre enveloppe. Donc les livrets, c'est aussi une autre enveloppe. Et dernièrement, si vous avez de l'assurance vie, chez la banque postale, c'est détenu par la CNP, Caisse nationale de prévoyance. C'est un autre organisme, donc il y a encore 100 000 € avec eux. Donc déjà, il faudrait que vous ayez plus de 300 000 pour commencer à vous poser des questions.
Et si c'est le cas, on met pas tous ses œufs dans le même panier, on se multibancarise et on va dans plusieurs banques. Et là, bah, tout votre argent, il est protégé. Et clairement, si vous avez 1 million, je pense qu'il faut pas commencer trop à vous inquiéter que l'État vienne piocher dedans parce que de toute façon, il vous en restera sûrement bien assez pour survivre à cette guerre civile, si vous y survivez physiquement. Mais c'est vrai qu'il y a eu des déclarations même du gouvernement qui ont fait un petit peu alerte Mmh? sur certaines personnes et qui font un petit peu peur. Donc je pense que ça peut un petit Ils peu adorent faire peur, mais bon, enfin, vous vous doutez bien que la Banque centrale européenne, l'Autorité des marchés financiers laissera jamais faire des choses de ce style-là. Et alors pour le coup, bon, je n'ai pas le droit de parler politique, mais le président que nous avons actuellement est un ancien banquier. Je pense que ça en dit long sur les risques que prennent les gens avec une banque, dans notre état actuel. Voilà. tu as beaucoup de personnes aussi qui peuvent tomber à découvert. Oui. Déjà, qu'est-ce qu'un découvert? Est-ce que c'est forcément dangereux? Et quels conseils, du coup, tu donnerais pour éviter les frais liés au découvert? Alors le découvert, c'est pas dangereux. C'est un moyen de pallier à un problème ponctuel, une facture imprévue. Donc déjà, quand les gens sont à découvert, ma question, ça va être de regarder si c'est régulier. Est-ce que c'est juste une période? Est-ce que c'est parce que la personne est très mauvaise gestionnaire, ce qui peut arriver? Et puis il y a des personnes qui ne considèrent pas le découvert comme, étant un problème, mais juste, de l'argent en plus tous les mois et donc utilisent le découvert absolument tous les mois en pensant que c'est leur argent. Le découvert, c'est un crédit. C'est la banque qui vous autorise à piocher dans un crédit avec un montant maximum, alloué, 40, 200, 500, ça dépend en fait de votre revenu. Donc on va jamais vous endetter plus qu'une certaine pourcentage par rapport à ce que vous gagnez. Les clients qui gagnent 500 € par mois et qui me disent: «Ouais, j'ai droit qu'à 40 €», je comprends pas. Oui, enfin, on parle quand même quasiment de 10 de votre revenu, donc c'est déjà énorme. Et puis en plus de ça, un découvert comme c'est un crédit, ça veut dire que ça vous expose au risque de vous endetter et de vous mettre dans la difficulté. Donc moi, quand je vois qu'une personne utilise le découvert, beh, déjà il y a l'autorisation. Est-ce que vous avez le droit d'aller dedans et jusqu'à combien? Celui qui l'utilise ponctuellement est dans son droit. J'ai envie de dire: «OK, c'est juste un moment, bah, les fêtes, ça peut arriver, une facture de voiture, des choses comme ça». Par contre, si c'est très régulier et qu'en plus la personne a de l'épargne, bah, je vais lui dire: «Non, quoi». On n'utilise pas un découvert régulier. Chaque banque a ses principes sur le fonctionnement d'un découvert, mais généralement, c'est 15 d'intérêt. Donc ça veut dire que dès que vous utilisez le découvert, vous allez payer 15 de frais par jour sur la somme que vous utilisez. C'est un truc de fou. Voilà, donc ça veut dire 100 € de découvert sur un jour, c'est 1,50 € et ça se cumule. Les banques, ont déplafonné les frais, ce qui sous-entend que maintenant, avant, on avait maximum 75 €, des choses comme ça dépend des banques, hein. Nous, à la Banque Postale, on est un des plus sympathiques sur le sujet des frais bancaires. Ça fait pas plaisir à tous les clients parce qu'il y en a qui en ont beaucoup, mais malgré tout, on fait partie de ceux qui en prennent le moins, même si ça fait jamais plaisir de voir des frais partir parce que ça veut dire qu'on est déjà en difficulté et qu'on prend encore des frais, mais sur le principe, ça veut dire qu'on vous a quand même accompagné sur le moment de difficulté. On n'a pas refusé l'opération. On a dit: «OK, on te prête cette somme-là, mais bon, il faut bien qu'en contrepartie, bah, si on a fait notre job, toi, tu nous donnes, ce pourquoi on a fait notre job» et donc c'est ça les frais bancaires et donc 1,50 € par jour si vous restez, 10 jours à découvert, voilà, vous faites le calcul, on est déjà à plus de 15 balles de frais. Donc s'il y a de l'épargne, bah, utilisez votre épargne, renflouez et c'est pour ça que consulter ses comptes régulièrement, ça permet d'éviter ça. Si vous avez sur une journée un découvert, il y aura techniquement pas de frais parce que vous ne serez pas resté plus de 24 heures à découvert. Il peut y avoir des frais ponctuels parce que vous avez utilisé sur le mois, votre carte bleue alors que vous n'y aviez pas le droit. La banque a dit: «OK, je vous laisse passer ce paiement pour pas vous mettre en difficulté à la caisse». Mais bon, généralement, c'est par exemple, 8 balles. Sauf que si ton paiement, c'était l'autoroute à 1,80 €, bah, tu prends 8 € de frais pour 1,80 € de paiement par carte. Donc c'est aussi pour ça que, suivant la capacité, de gestion bancaire des gens, si on n'est pas très à l'aise ou qu'on n'arrive pas trop bien à gérer avec une carte parce qu'on ne se rend pas compte de l'argent, c'est moins tangible d'avoir une carte bleue que les espèces sur, le porte-monnaie où on voit l'enveloppe Mmh. diminuer au fur du mois. Bah, il y a des techniques où on va retirer et allouer un budget, donc il y a des gens qui font avec des enveloppes. Je suis pas du tout contre l'idée. Il faut juste le faire intelligemment et de manière cadrée. Donc en fait, c'est dites-le à votre banquier que c'est compliqué pour vous en ce moment de gérer le budget et on va mettre en place, mon fameux client, on a dit: «Bah, OK, j'ai calculé que sur le mois, il a besoin de 400 € pour manger, pour l'hygiène, pour des choses comme ça» et ben, on a déterminé qu'à telle date, il retire ses 400 € et du coup, il sait que s'il y a plus dans cette enveloppe, le vin,
bah, il va falloir tenir 10 jours, sans. Donc le découvert, c'est une solution ponctuelle, momentanée, mais ce n'est pas à utiliser régulièrement. Parce que ça veut dire que vous faites un crédit à la banque tous les mois et donc bah, c'est payant, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas dangereux, hein. Personne ne se fait, tuer parce qu'il a utilisé les couverts. Par contre, ce qui se passe, c'est 30 jours au-delà de l'autorisation, j'ai le droit à 200 €. J'ai fait une bêtise, je suis à 300 € de découvert, donc je dépasse mon découvert autorisé. La banque a laissé passer parce qu'il y a eu plusieurs éléments entre-temps et donc comme c'est des trucs informatiques, des fois ça peut passer malgré tout. Ou même les frais bancaires passeront toujours, parce que la banque, quoi qu'il arrive, se paiera toujours. Ça, c'est terrible, mais vous pouvez être à zéro, il y a 25 € de frais bancaires, ils passeront. Vous serez à -25 et donc là, vous avez 30 jours pour remonter à zéro, même à 1 € et si vous dépassez les 30 jours, ils vont bloquer la carte. Mais ça, c'est pas pour vous casser les pieds, c'est pour éviter que ça s'empire, Mmh. en fait Mmh. et au bout de 60 jours, ils sont même en droit de clôturer votre compte. Oui, donc ça peut être quand même dangereux à terme pour la capacité financière de la Pour de la la compagnie. gestion, en fait. Ça peut être embêtant pour votre gestion, mais par contre, c'est pas un problème pour vos finances parce qu'en fait, le concept de clore un compte au bout de 60 jours, en tout cas à la banque postale, c'est de dire: «On ne vous laisse pas vous endiguer dans le problème. On va pas vous laisser cumuler des frais, des frais, des frais et arriver à -1000, -5000». En fait, on va dire: «Bah, ça fait déjà 60 jours que vous arrivez pas à remonter, on va arrêter ça». Les gens ont des fois des livrets, donc en attendant, ils vont pallier par des livrets utilisés en retirant de l'espèce de leur livret. Par contre, c'est super compliqué parce que les revenus vont pas tomber puisqu'ils tombent sur le compte courant, donc il faudra prévenir les organismes et cetera. Donc oui, c'est une gestion super, galère, mais par contre, le but, c'est d'empêcher que la personne ne s'enfonce dans la difficulté. Et si la personne, elle est consciente avant ces 60 jours et qu'elle vient te voir en te disant: «Bah, voilà, là, j'ai une galère, Mmh. j'ai dû sortir de l'argent, j'ai pas de rentrée d'argent avant telle date». Est-ce que tu as des solutions à lui proposer ou Alors, ça devient vite la galère? moi, le gros problème, c'est que je suis une ultra empathique, donc pour moi, c'est le genre de situation qui me fait jamais plaisir parce que, bah, j'aimerais pouvoir aider tout le monde, Bien sûr. clairement. Et puis parce qu'en plus, ben, je pense que peu de personnes n'ont pas vécu cette situation. En fait, on a Mmh. tous eu un moment donné où on a été en mode: là, c'est compliqué ce mois-ci». Mmh. Non, clairement, j'ai pas de solution miracle. Ça va être de proposer de se retourner vers un organisme, France Service, la Pôle emploi, une aide ponctuelle, le CCAS. Il y a des fois des organismes qui vont pouvoir aider, mais moi, clairement, une fois que la difficulté est arrivée et que vous êtes déjà au-delà du découvert, je peux plus demander de rallonge parce qu'en fait, le problème est déjà là. Mmh. En fait, ce qu'on vous demanderait presque, c'est d'anticiper. Alors, c'est trop beau, hein, c'est toujours: «Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais». Enfin, c'est toujours plus facile de dire que ce qui est dans la réalité. Mais si vous savez qu'il y a des réparations sur la voiture, que vous allez être obligé de les faire parce que c'est votre moyen pour aller au boulot et qu'en fait, il y a pas le choix, prévenez avant que la facture passe pour qu'on ait encore un dossier un peu correct pour demander une rallonge de découvert. Et là, moi, je peux intervenir potentiellement, pas toujours, mais potentiellement, avant que le problème arrive et donc en fait, on va rallonger le découvert. Le découvert, bah, du coup, il va durer ses 60 jours et on espère que d'ici là, il y a une aide qui soit arrivée. On peut des fois demander des petits crédits. Alors normalement, on finance pas la trésorerie. Un crédit, c'est pas fait pour prêter de l'argent parce qu'on n'en a pas assez. Normalement, on finance un projet, pas de la Mmh. trésorerie. Maintenant, ça peut être, bah, l'assurance va payer, mais l'assurance va payer que dans 2 semaines. En attendant, il faut que je paye. OK, on peut faire ça. Oui. Ça m'arrive de le faire et donc bah, du coup, si jamais, bah, dès que l'argent revient, soit on rembourse le crédit anticipé, suivant la somme, il y a pas de frais, ou alors on se dit: «Bah, c'est l'occasion, on met ça de côté pour les prochains coups au cas où et on laisse le crédit vivre, pour un peu faire de l'épargne». C'est pas le but initial, mais ça peut aider. Mmh. Mais par contre, moi, quand les gens sont déjà dans la difficulté, je vais envoyer vers des organismes. On a des services chez nous qui s'appellent, un service à la banque postale qui s'appelle l'appui, qui va vous aider peut-être à décaler des prélèvements, pour que les dates de prélèvement coïncident mieux avec la rentrée d'argent. Oui. Mais clairement, on n'est pas faiseur de miracles, quoi. On va pas vous sortir, bah, de l'argent du sabot du cheval, ça n'arrive ça tombe pas du ciel. Et oui, oui. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits, bancaires, Oui, donc ça peut être des livrets, oui, assurance vie, ce genre de choses. Hem, pour une personne qui veut pas prendre trop de risques, oui. c'est quoi que tu conseillerais de manière générale? Alors, bah, il y a plein de choses déjà. Déjà, il faut savoir que nous, on intervient sur 4 domaines. On intervient sur votre argent au quotidien, donc le compte courant. Bah, ça, c'est sans risque, hein. Donc vous pouvez avoir un compte courant, y poser votre argent. C'est juste qu'il y a pas de rémunération dessus. Il y a l'épargne, donc les livrets, livret A,
LDDS, livret de développement durable et solidaire, livret d'épargne populaire, livret B. Après, chaque banque a un peu les dénominations qu'ils ont eu envie d'y mettre, mais ça, c'est des, livrets qui ont un taux réglementé par l'État. Donc ça, en fait, c'est sans risque. Le livret A, vous mettez, ce que vous voulez, donc 22 950 € max et c'est 1,7 de d'intérêt chaque année. Le LDDS, c'est la même chose, mais ça fait travailler que 300 entreprises avec une charte équitable et de développement durable et solidaire. Donc ça, c'est plus si vous êtes attentif à la partie développement durable et solidaire que vous verserez dessus, mais c'est sans aucun risque aussi. Le LEP, il faut être éligible, c'est à une condition de revenu annuel Mmh. maximum, Mmh. mais il est plus sympa parce que justement, il est fait pour les personnes qui ne déclarent pas beaucoup de revenus, moins de 22 000 pour, une personne et des poussières, hein, ça dépend de la situation. Mais donc du coup, là, vous avez 2,7. Donc ça, c'est l'épargne. Après, vous avez les projets d'épargne à long terme, donc ça va être l'assurance vie. L'assurance vie, ce n'est pas forcément risqué. On fait de l'assurance vie pour des personnes qui veulent transmettre. Donc là, ça va être, l'assurance vie, c'est une enveloppe et ou un porte-monnaie et à l'intérieur, il y a des cases et on choisit sur quoi on place. Ça peut être du fonds euro, donc le fonds euro, c'est comme un livret A sur le principe en termes de prise de risque, donc ça rapporte Oui, pas c'est beaucoup. le plus bas en Mais risque. c'est le plus bas en risque, c'est le niveau 1, donc vous avez des risques de 1 à 7 et donc le fonds euro dans l'assurance vie, donc vous voyez, on peut être sur quelque chose à long terme, mais sécurisé. Et après vous avez l'obligation, donc là, c'est je prête de l'argent, je suis banquier moi-même et je prête de l'argent, pour des dettes d'État. Donc là, on est aussi les obligations, c'est un ou 2 sur l'échelle de risque et en contrepartie, j'ai des coupons de cette dette et à la fin, on me restitue mon argent, donc sur une dizaine d'années, par exemple et à la fin, on me restitue mon argent et avec des intérêts que j'ai gagnés sur chaque année. Et après, il y a les actions. Donc là, c'est marché financier, c'est je prends une petite part de je deviens propriétaire de l'entreprise éventuellement et donc en contrepartie, j'ai des dividendes, donc des revenus, sur, l'argent que j'ai placé dans cette entreprise qui génère des intérêts et cetera Oui, et ça, et tu c'est peux faire un pourcentage aussi. exactement. Donc en fait, là, pour le coup, l'assurance vie, l'avantage de ce porte-monnaie, c'est de dire: «On va faire un profil ensemble, on va déterminer, ben, par rapport à tes projets, ta connaissance du marché, on va parler de tout ça, des marchés financiers et donc on va établir un profil. Suivant les réponses que tu vas donner, qui sont ni justes ni fausses, c'est tes réponses et ton ressenti, tu vas atterrir sur un profil de risque entre 1 et 5. Ça va m'aider à choisir avec toi sur quoi je place. Si tu es profil de risque 1, bah, on va aller sur du sécurisé parce que ça sous-entend que tu veux peut-être transmettre ou en tout cas que tu es pas prêt par rapport à tes projets à prendre de risques. On peut faire de l'assurance vie et mettre tout sur, 100 euros, OK. C'est juste que pour le moment, tu en as pas besoin ou que tu voudrais transmettre à tes enfants, tes petits-enfants plus tard, voilà. Et puis après, bah, si tu es un petit peu plus dynamique, tu veux de la rentabilité, tu veux quand même qu'à la fin de l'année, ça donne un truc un peu sympa sur la rentabilité, bah, on va diversifier et donc je vais te proposer 10, 20, 30, 50, 90 de diversification. Et donc là, ça peut donner des contrats, enfin, ça je balance ça à la volée, mais un contrat d'assurance vie, chez nous en gestion intégrale, donc c'est la banque qui gère tout. Tu mets, 10 sur du sécurisé et 90 tu nous laisses faire sur des actions et sur le marché financier. En 2024, il était à plus de 9 d'intérêt. Voilà. Ce qui est plutôt sympa. Les 2 autres domaines, c'est les crédits, donc on t'accompagne sur tous tes projets et le dernier, c'est la prévoyance. Donc les crédits, bah, c'est une prise de risque quand même, Mmh. parce que si tu es pas capable de rembourser et ça, c'est mon rôle d'étudier ta capacité de solvabilité et cetera et puis de te dire: «Bah, oui, vas-y fonce, c'est un super projet, tu peux y aller» ou «Franchement non, je te le commande pas» ou «Non, tu peux pas». Voilà, là, c'est les 3 possibilités, mais prise de risque quoi qu'il arrive, parce que, bah, les aléas de la vie, donc c'est pour ça qu'il y a des assurances de crédit. S'il y a une perte de boulot, s'il y a un décès, s'il y a un changement de vie et après il y a la prévoyance, donc la protection en règle générale. Moi, je vais intervenir sur tout ce qui va être te protéger corporellement, si tu as un accident. Tout à l'heure, on parlait, Oui. mais ça fait partie du jeu. Si tu as, une voiture, une maison, de l'argent et que tu veux prévoir un capital si t'arrive quelque chose pour laisser derrière toi et que les gens, qui vont devoir assumer derrière n'aient rien à sortir de tes obsèques et cetera. Et donc là, c'est mon rôle aussi de, par rapport à tes projets, ton âge, ta situation, ta vie, bah, te recommander des choses. On assure, une maison, en fonction de ce qu'elle représente. Si ta maison, elle brûle et que tu as pas d'assurance parce que tu es propriétaire, bah, niveau budget et finances dans l'avenir, c'est très compliqué. Donc c'est aussi mon rôle de jouer là-dessus.
Super. Avec l'évolution des outils numériques, du coup, et des applications bancaires, hem, quels conseils tu donnerais, même si on en a déjà un petit peu parlé, sur la sécurité des comptes, sur la sécurité, des mots de passe, notamment, par exemple, la double authentification, ce genre Mmh. de choses, la gestion des données? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, j'adore parce que tous mes clients je pense que j'ai 2 à 3 fois par jour ce type de questionnement ou en tout cas des clients qui arrivent en disant: «Ah non, moi je consulte que sur l'ordinateur parce que sur le téléphone, j'ai toujours peur». Eh beh, c'est tout l'inverse. Parce qu'en fait, très simplement, une application, elle est mise à jour par le constructeur de l'application. Donc en fait, tout dès qu'il y a une petite, petit bug ou une faille, le constructeur de l'application, le fabricant, va faire une mise à jour. Vous aurez juste à cliquer, ça se met à jour. Donc ça évite des failles principales. Alors que votre ordi, bah, si vous ne le mettez pas à jour, quand vous allez sur le Google ou je ne sais quel, navigateur, bah, ça dépend de votre ordi et de vos sécurités de l'ordi. Donc en fait, sur un navigateur, on n'a aucunement la main pour vous protéger. Alors que sur une appli, on peut vous demander obligatoirement de faire la mise à jour pour pouvoir l'ouvrir. Donc si vous devez consulter vos comptes, application. L'ordi, c'est franchement enfin le navigateur, parce qu'on peut aussi faire du téléphone et taper dans son navigateur, Safari, Google, qu'importe. Là, c'est pareil, ça revient à le faire d'un ordinateur. Donc en fait, quand vous utilisez un navigateur, il n'est pas forcément à jour, alors que l'application, elle le sera automatiquement. Et la double authentification, bon, 99,9 des applis aujourd'hui l'obligent. Si vous faites un achat avec votre carte sur internet, il y a 2 options. Soit vous recevez un petit code de sécurité Mmh. ponctuel et provisoire et vous l'utilisez, soit vous devez faire la double authentification avec la notification dans l'application. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, des fraudes à la carte SIM, il en existe. Donc si vous avez que une authentification et que vous n'avez pas mis en place la double authentification, vous recevez le SMS. Si la carte SIM est piratée, il reçoit aussi le SMS. Alors que si vous avez la double authentification, ce risque-là n'existe plus. Donc pour une banque, il n'y a pas de sujet. Double authentification, c'est la meilleure sécurité. Enfin vraiment, ça évoluera. Il y aura des failles. On va découvrir des problématiques. Ça revient au virus et au Mais vaccin. au jour C'est toujours le d'aujourd'hui, en cas. Mais à 2025 l'heure actuelle, il est 2026. certain que double authentification sera la meilleure sécurité. Ça vous empêchera pas de faire la bêtise. C'est votre conseiller, validez l'opération, c'est pas le vrai conseiller, vous validez l'opération. Bon, bah, là, nous, on aurait beau avoir, 10 authentifications, ça changera rien. Si vous tapez le code et que vous validez, on peut rien y faire. Mais en attendant, double authentification, vraiment. Et est-ce que tu conseilles du coup sur la double authentification de changer les mots de passe, ce genre de choses régulièrement? Alors normalement, votre banque, ça dépend laquelle c'est, mais normalement, elle vous demande tous les 90 jours de modifier votre mot de passe. C'est pas toujours le cas, mais du coup, on en revient à 90 jours, tous les 3 mois. Maintenant, on sait à quel point retenir des codes, c'est une galère aujourd'hui parce qu'on en a sur tout. Il y a des petites astuces comme, éventuellement, pour votre code de carte bancaire ou ce genre de code-là, si vous le changez régulièrement, donc recommandation tous les 90 jours, c'est de l'enregistrer dans un contact. Vous le mettez à un nom ou prénom que vous retiendriez éventuellement et vous savez pertinemment que c'est vous. Tonton Jean-Claude qui est décédé il y a 10 ans, bah, si on met son contact dans son téléphone, on sait que tonton Jean-Claude, on l'appellera pas. Et en numéro de téléphone, vous écrivez 06 01 02 et s'il faut 6 chiffres, bah, les 6 derniers chiffres, c'est le code ou s'il faut 4 chiffres, les 4 derniers chiffres, c'est le code. Ça, on peut vous voler le téléphone. Personne ne peut supposer que tonton Jean-Claude, c'est votre code de carte bancaire. Par contre, vous l'avez en accès. OK, ouais, c'est un très bon tip ça. C'est le petit tips que je donne à tous mes petits jeunes quand ils viennent ouvrir les comptes et qui me disent, «Ah, oui, mais moi les codes», parce qu'on le sait, on en a beaucoup trop aujourd'hui. En plus, on est beaucoup multibancarisés, donc on a plein de cartes bleues, plein de codes différents. Changement de code, après le code de double authentification, on n'a pas le choix. Souvent, c'est 6 chiffres ou 5 chiffres, hein, ça dépend de la banque, mais on n'a pas le choix. Donc en fait, ça sera forcément des chiffres. Il n'y a pas de question de longueur de mot de passe. Après, sur votre boîte mail, mettez des codes un peu sérieux parce que les boîtes mail, c'est la première entrée de piratage. Ça, tu conseilles de changer aussi? Ah oui. Oui et puis en plus maintenant, enfin, si on est transparent, avant on se disait: «Oh là là, il faut que j'aille sur ça chaque truc, changer mon code». Tous les téléphones sont hyper modernes et vous proposent dans l'onglet sécurité de votre Google ou dans l'onglet sécurité de votre Apple, d'aller faire une modif des codes globale. Vous mettez pas le même partout, mais déjà vous pouvez vérifier si ça fait longtemps que vous l'avez changé ou pas parce que ça vous dit depuis combien de temps vous avez ce code-là et en plus de ça, vous pouvez de façon très, simplifiée, changer les codes de plusieurs applis en 2 3 minutes. Et donc oui, si vous aviez dans un sens, mettez-le dans l'autre, enfin voilà, il y a plein de possibilités pour pas trop vous y perdre, mais
Le fameux code, 4 0, pour déverrouiller le téléphone, Ça, c'est interdit. bah, le On faites pas, on quoi. met tout sur tonton Jean-Claude. Voilà. On met sur tonton Jean-Claude et on met pas non plus 1 2 3 4 et on met pas non plus 7 6 7 8. Enfin, c'est non, c'est des codes qui sont, bah, beaucoup trop connus. Les mots de passe de banque, de toute façon, ça ne peut plus être les dates de naissance parce que souvent, ils ont la date de naissance de la personne. Donc si vous tentez de mettre votre date de naissance, ça marchera pas. Mais on a tous une personne qui nous est chère, dont on Mmh. connaît la date de naissance et qu'on peut mettre à la place. Il revient souvent aussi ce questionnement dans un couple, comment gérer l'argent? Ah! Alors ça, j'adore. Du coup, je pense que c'est nécessaire qu'on en dise 2 mots. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles toi? Est-ce qu'il faut tout garder sur le même compte, avoir un compte commun, avoir chacun son compte séparé? Voilà, qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant là-dessus? Il y a pas de bonne ou de mauvaise solution sur le principe, il faut juste qu'elle soit adaptée au couple et à la réalité du couple. Vous avez des couples qui vont fonctionner avec, l'un qui travaille et l'autre pas. Vous avez des couples qui vont être plutôt homogènes dans les revenus. Il y a plusieurs possibilités, il y a des trouples aussi, oui. Enfin, j'ai un peu tous les cas de figure. Moi, ma recommandation, c'est de surtout une chose, que ça ne soit pas tabou. Parce que si l'argent est tabou dans le couple, vous n'y arriverez pas. C'est quoi qu'il arrive, dire: «Écoute, j'ai l'impression que ça, on gère pas trop bien» ou on est d'accord, il y a toujours une des 2 personnes dans le couple qui va avoir l'ascendant et l'habitude de gestion. De toute façon, c'est normal, on est complémentaires en général dans la vie. Il y en a un qui est à l'aise avec les papiers et pas l'autre. Bon, déjà, celui qui ne l'est pas, faut qu'il fasse un peu l'effort de s'intéresser de temps en temps parce que quand il y a séparation, bah, du coup, la personne a aucune info. Ça, c'est la grosse, galère, donc au moins qu'il y ait une volonté de s'intéresser un minimum. Après, bah, je vais parler pour mon cas perso. Nous, ça a été très clair dès le début, c'est que, bah, on s'est dit on avait à l'époque à peu près les mêmes revenus. Ça a beaucoup fluctué, ça fait 11 ans que je suis avec mon mari, donc vous imaginez qu'en 11 ans, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu un enfant, il y a eu une maison, il y a eu des Bien sûr. voyages. On s'adapte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, quand j'étais en congé mat, je gagnais beaucoup moins. Donc en fait, ce qu'on avait mis en place donc nous, on a pris la décision, puisque je suis très indépendante et autonome dans ma vie, que chacun garde un compte personnel Mmh. et qu'on ait un compte joint pour toutes les dépenses. C'est notre fonctionnement, pas tout le monde souhaite le même, mais en tout cas, c'est une des possibilités. C'est une qui est possible, ouais. Mmh. Toutes les charges communes sont sur le compte commun et donc tous les mois, vous recevez votre salaire sur votre perso et vous prenez un montant convenu d'un commun accord en ayant fait le total des charges et en fonction du revenu, soit au prorata de ce que chacun gagne, soit on divise par 2. Nous, on avait décidé, quoi qu'il arrive, qu'importe le revenu, divisé par 2. C'est-à-dire qu'on prend nos charges totales mensuelles et je donne ma moitié, il donne sa moitié. Ce qui fait qu'en fait, quand on a acheté une voiture, quand on a acheté une maison, quand on a fait des voyages, il y a jamais eu une sensation d'être lésé, mais ça, c'est dans notre fonctionnement et c'était notre accord. Il y avait un consentement mutuel de dire: «Bah, qu'importe combien tu gagnes, moi, je veux participer à, tout à la moitié». Maintenant, si demain, c'est pas le cas, bah, ça peut être pendant 2 ans, je vais prendre en charge, majoritairement la parce que je gagne et toi un peu moins ou parce que ça me fait plaisir. Tout simplement, c'est dans ma culture, c'est dans mes habitudes, c'est OK. Le tout, c'est que les 2 personnes soient d'accord. Oui, c'est Mmh. par exemple, tu vois, tu peux avoir une famille nombreuse, la femme ou l'homme reste à la maison pour faire Exactement l'éducation. Bon, et c'est un ben, choix. moi, par Mmh. exemple, je travaille, mais du coup, je vais payer le voyage, la voiture. Exactement. Mais toi, tu compenses parce que tu emmènes les enfants à l'école. Et c'est une économie parce que Voilà. si on paye une nounou, ça nous coûtera 10 fois plus cher. Non, mais il y a tous les cas de figure et en plus, ce qui est Mmh. formidable en France, c'est que on est hétéroclite sur, la totalité des cultures possibles et inimaginables. Moi, dans mon métier, je vais aussi bien d'une personne immigrée, qui arrive, d'Afghanistan, du Mali ou qui n'a rien à et donc a des cultures d'autres pays, russes, tibétains, enfin, donc ils ont pas du tout le même fonctionnement que nous. Il y a des pays dans lesquels, par exemple, l'asiatique, c'est extrêmement tabou de parler d'argent. Tout ce qui va être, de confession musulmane, il faut pas d'intérêt. On peut pas gagner de l'argent sur son argent. Vous avez, dans une partie de l'Est, dans la famille, les frères et sœurs, quoi qu'il arrive, enfin les frères doivent subvenir aux moyens de la sœur, peu importe si la sœur gagne mieux sa vie que les frères. Enfin donc en fait, il faut juste, en tant que banquier, s'adapter à la situation et à la culture, ne jamais porter de jugement, mais ça, c'est une base de notre métier et en plus de ça, bah, du coup, s'adapter. Après, tout ce qu'il faut, c'est que ça soit clair et décidé dans le couple. Ça peut être amené à évoluer, mais il y a après une question aussi de budget. Se dire, bah, est-ce que garder un compte chacun avec des frais sur chaque compte, c'est une bonne solution? Mmh. Ça peut être garder un compte individuel. Il y a des comptes, quand on les garde sans carte bleue, qui ne coûtent,
quasiment rien, 1 €, ça c'est pas une charge importante et on va mettre, une carte, par exemple un peu plus haut, sur le compte commun et utiliser cette carte-là pour faire les dépenses, principales. Acheter le billet d'avion avec la carte du compte commun parce que, voilà, ça fait partie du jeu. Mais pour moi, par contre, ce qui est certain et ce que je demande à mes clients, qu'importe l'âge et la situation, c'est qu'au niveau de l'épargne, on essaye d'avoir quand même quelque chose d'assez homogène. Que chacun ait suffisamment pour que si l'un ou l'autre disparaît, il n'y ait pas un déséquilibre vraiment important. Parce que ben, on n'est pas, malheureusement, on n'est pas immortel. Et s'il y en a un qui vient à disparaître, il ne faut pas que l'autre se retrouve sans rien. Et les comptes d'épargne sont individuels. Il n'y a pas d'histoire de procuration. Il y a pas d'histoire de «je lui donne les autorisations». Dès lors que vous décédez, c'est bloqué parce que c'est au nom individuel. C'est-à-dire que oui, tous les 2, vous avez mis sur son livret pendant des années à monsieur parce que, bah, c'était pratique comme ça, c'était lui qui gérait. Oui, mais par contre, si monsieur vient à disparaître, madame, elle a eu beau mettre, les 3/4 de ce qu'il y a dessus, c'est au nom de monsieur. Donc éventuellement, avoir un peu de l'épargne chacun, en discuter, dire: «Bah, moi, en ce moment, je suis assez bien. Est-ce que tu veux mettre un peu moins pour pouvoir, toi, mettre un peu plus de côté et refaire un petit peu ton épargne?» Enfin, voilà. Voilà le conseil. Vu qu'on parle d'épargne, par exemple pour un jeune, du coup, c'est son premier travail, Oui, ou pour une personne qui a pas forcément de gros de revenus. revenus, Ouais. une personne modeste, ou une personne qui tout simplement n'a pas encore, mis de l'épargne, Mmh. ça serait quoi les conseils Les tips? les Alors, tips, les conseils que tu bon, moi, mettrais j'ai à un conseil pour la vie en général, c'est appliquer la loi de Pareto, 80-20. Donc là, c'est une très bonne loi. voilà, c'est une très bonne loi qui amène à beaucoup de bonnes choses et en général qui ne se trompe pas beaucoup. Donc en fait, si vous avez un premier job ou des premiers revenus, qu'importe la source, c'est de se dire: «J'ai 80 de mon enveloppe, ben je dois l'allouer à mes dépenses obligatoires. J'ai un loyer et cetera, donc à l'intérieur de ces 80 il faut que j'arrive à y mettre mes charges et mon besoin et 20 je tente de l'épargner». Ça s'applique toujours au à un projet, à un besoin et à une réalité, aussi, mais c'est de se dire: «Bah, sur les 20 qui me restent, je peux aussi essayer de me dire, bah, 80 des 20 qui restent, je le mets de côté, 20 je m'en sers pour me faire plaisir. Parce que c'est comme pour la bouffe, c'est comme pour le sport, faut pas se frustrer de manière inconsidérée. Voilà, il y a toujours un équilibre à respecter, mais la loi de Pareto est plutôt bonne pour ça. De dire, sur des premiers revenus, 80 c'est pour mes dépenses, 20 quoi qu'il arrive, je les mets de côté. Après, j'ai des personnes qui sont capables de mettre beaucoup plus. Si c'est le cas, mais tant mieux, en fait. Enfin, mais de se dire que sur ce qu'on gagne, il faut essayer de pouvoir mettre 20 de côté. OK. Je vais te faire un petit jeu Ouais, de tu préfères. oui, Donc tu préfères gérer l'argent au quotidien ou faire des conseils d'épargne? conseil d'épargne. Conseils d'épargne, tu préfères? Ouais. Tu préfères prévenir les fraudes dont on a pas mal Oui. parlé aujourd'hui ou tu préfères expliquer comment investir? Bah, dans le côté rigolo, je préfère, expliquer comment investir, mais après, j'aime tout autant l'aspect fraude. Je préfère, le côté, OK. proposer d'investir. Tu préfères lire un rapport bancaire détaillé J'ai déjà ou ma réponse, ça sera pas ça. ou regarder un graphique sur un placement? Ah, regarder un graphique, c'est rigolo. Puis ça m'engage pas alors que lire un rapport, ça OK, m'engage. graphique, OK. Ouais. Tu préfères travailler depuis le bureau ou travailler du coup, chez toi à distance? C'est compliqué dans mon métier d'être à distance. Donc, je vais préférer travailler de chez moi, mais je peux pas T'as donc, pas du tout de télétravail? j'en ai, mais pour des formations. Dès lors qu'il y a clientèle, ça se fait, hein, on fait beaucoup de visio et autres. Mais franchement, je suis maman, j'ai des animaux, enfin, à la maison, on n'est pas moi, j'ai besoin d'être carré dans ma tête et il faut avoir un cadre de travail qui permet d'être concentré sur ce qu'on fait. À la maison, je vais penser à j'ai pas lancé la machine à laver, faut que j'étende ça, faut que ma petite enfin non. Donc, moi, mon boulot demande un peu de rigueur, donc, non, dans un bureau. OK. Tu préfères faire du renforcement en salle ou faire une randonnée en extérieur? Oh, la randonnée, mais j'aime les 2. Un peu plus la randonnée? Ouais, c'est plus rigolo. OK. Tu préfères commencer tôt à épargner ou attendre d'avoir un peu de revenus plus élevés pour épargner? Ah ben en fait, c'est pas que je préfère, c'est que la logique veut que ce soit commencer tôt à épargner. Comme ça met en avant le fait est qu'il faut commencer le plus tôt possible. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est comme pour tout dans la vie, il y a pas de moment parfait pour quelque chose. Ça n'existe pas. Faire un enfant, il y aura jamais le moment parfait. Acheter une maison, il y a pas de moment parfait. Se mettre en couple, il y a pas de moment parfait et donc épargner, il y a pas de moment parfait. Donc faut épargner dès qu'on peut. Tu préfères vérifier chaque opération bancaire ou faire confiance à déléguer un petit peu? J'ai pas de problème à déléguer, mais du moment que la personne est sensée dans sa réflexion. Donc déléguer.
OK. Là, c'est pas forcément dans le jeu, mais du coup, c'est une question qui me vient en tête. Toi, du coup, depuis plus de 6 ans, du coup, tu as fait que la poste. Oui. Du coup, à terme, tu penses qu'il y a une possibilité, d'évolution? Dans la banque postale? Ouais, Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs postes au sein de la banque postale et puis il y a aussi la Louvre Banque Privée, notre banque pour les clients privés qui sont avec des très grosses surfaces financières. Moi, aujourd'hui, on peut dire que je suis quasiment au niveau 1, sur l'échelon des capacités. Le niveau 2 serait de faire de l'immobilier. C'est quelque chose que j'envisage, la période actuelle avec l'accident a pas mal ralenti tout ça, parce que, bah, forcément, j'ai fait 1 an de mi-temps thérapeutique pour me laisser le temps de me remettre de l'accident et donc en fait, ça a divisé par 2 mon temps de travail. Pas mes connaissances, hein, mais mon temps de travail. Donc bah, au niveau de l'évolution, ça a un peu ralenti, mais moi, je compte évoluer, puis j'ai toujours aimé apprendre. Donc moi, plus je peux en fait, peu importe finalement le poste que j'occuperai, moi, ce que je veux, c'est engranger de la connaissance et donner les conseils les plus avisés et les plus pertinents. Donc évoluer, ça sera possible certainement. Il y a des conditions, évidemment, il faut certaines formations, certaines choses et je peux même évoluer après si le projet se propose sur Louvre banque privée pour conseiller des clients patrimoniaux, sur des montants plus d'1 million et cetera, oui, pourquoi pas. Je en fait, tu mets pas je de limite, oui, tu verras ce qui s'offre à non toi. et puis c'est toujours pareil, aujourd'hui, c'est la banque postale parce que les valeurs me vont bien, parce que mon métier me correspond aujourd'hui par rapport aux valeurs que j'ai. Si demain, je me retrouve plus dans ces valeurs-là, je me prive pas de changer de métier. J'ai d'autres cordes à mon arc, je suis en train de faire une licence en communication et marketing, enfin, parce que ça me plaît, non pas parce que j'envisage de changer, parce que j'adore mon boulot aujourd'hui, mais en fait, je me dis aussi que tout peut tellement bouger dans la vie que faut pas se fermer, donc évoluer, oui, augmenter de niveau, bah, ça sera si ça va avec mes connaissances et si l'envie se fait, mais oui, oui, et puis dans une autre banque, bah, ça dépendra toujours de on parle beaucoup de «d'humain», entre guillemets et c'est avec ma direction, si ça matche plus, bah, je m'empêche pas d'aller, dans une autre banque ou les valeurs, si elles changent et qu'elles ne me conviennent plus, aller dans une banque dans lesquelles, les valeurs me re je les retrouve, quoi. OK. Et du coup, avant d'être bancaire, tu as fait Oh là! Vous avez à peu près 2 3 heures. J'ai fait 1000 choses. Bah, j'ai commencé, tu l'as dit tout à l'heure, à travailler un peu avant 14 ans, donc j'ai fait 1000 métiers. J'aurais alors c'est rigolo puisque la vie est bien faite, hein, j'aurais rêvé savoir faire tous les métiers du monde. C'est un truc qui m'aurait plu. J'ai fait, paysagiste, pépiniériste, fleuriste. J'ai des diplômes à peu près dans tout chaque truc que j'ai exercé. OK. J'ai, fait, comme beaucoup, bah, comme j'ai commencé tôt, des ménages, les jardins, du gardiennage d'enfants. Ensuite, serveuse, barman, ça fait partie des premiers jobs que j'ai fait et puis ensuite, j'ai passé un diplôme mon bac, c'est dans la gestion de la faune sauvage. Moi, j'espérais être guide de moyenne montagne. OK. Bon, il y a eu quelques blessures entre-temps qui ont un peu changé, les choses, je me suis fracassé le genou au rugby, donc c'était un peu gênant pour ce métier-là. Et puis j'aspirais à une vie de famille et c'est vrai que le guide de moyenne montagne, c'est un peu compliqué après parce que tu pars des fois plusieurs, semaines pour accompagner des groupes donc à y réfléchir, tout s'est fait parce que ça devait se faire comme ça. Et ensuite j'ai exercé, un petit peu de secrétariat médical qui m'a amenée après vers du technico-commercial dans l'insuffisance respiratoire. OK. Et je me suis régalée dans ce métier-là, mais mon côté beaucoup trop empathique, c'était compliqué parce qu'on travaille avec des patients. Mmh. Je travaillais moi, mon rôle, c'était les médecins, donc je formais le corps médical à utiliser les appareils, pour l'insuffisance respiratoire, l'oxygène, les ventilateurs, l'apnée du sommeil. Mais en fait, je perdais des patients puisqu'on appareille rarement des gens qui sont en super bonne santé et donc avec le temps, on les perd et ça, c'est un truc qui m'affectait beaucoup Mmh. et quand j'ai eu ma fille, ça a été l'occasion éventuellement de bifurquer et comme j'avais un diplôme, supérieur dans, la négociation et la relation client, il y avait une base commune avec la banque et j'ai fait d'autres petits, trucs vite fait au passage. J'ai bossé pour une boîte d'outils, une boîte de ouais, outils et puis, matériel mécanique, enfin bref. J'ai un peu touché à tout, mais ça restait de la vente et après je me suis réorientée, assez rapidement dans la banque, mais parce que j'avais déjà des bases et que ça restait accompagné dans tout ce que j'ai plus ou moins fait dans ma vie. J'accompagnais des gens dans un projet et il y a l'humain toujours en fil conducteur. Et Voilà. toi, à titre, perso, ça t'anime de faire des projets ou c'est vraiment d'accompagner les gens à réaliser leurs projets? Bah, je pense que les projets m'animent parce que là, sur les 6 ans que j'ai effectués à la Banque Postale pour le moment, j'ai, fait plus de 2 ans sur de la gestion de projet
et je me suis vraiment régalée. Donc ça c'est parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, on peut donc être intrapreneur, c'est-à-dire entrepreneur, mais en restant salarié de l'entreprise et ça, c'est incroyable parce on monte sa boîte. Donc j'ai fait ça sur un autre sujet que, l'usurpation d'identité. C'était, la collecte la livraison de colis dans des quartiers sensibles. OK. Parce qu'aujourd'hui, c'était une vraie problématique, au sein de la banque de la Poste en général, de réussir à livrer dans ces coins-là et donc j'avais monté en fait un projet de création d'entreprise là-dessus et en fait, je crois que monter des projets, faire naître quelque chose, c'est un truc qui m'anime parce qu'on passe par toutes les étapes. On parle financier puisqu'il y a un bilan, il y a une projection, mais il y a aussi prendre en compte le besoin des gens dans la vie du quotidien et ouais, la gestion de projet, c'est plutôt chouette. Il faut qu'il y ait de l'humain au milieu. Ça, c'est mon fil conducteur, mais oui, plutôt gestion de projet. OK, trop bien. Je te laisserai après, clôturer. Eh ben, allez, on va clôturer. Donc, on a une petite phrase traditionnelle dans ce podcast. C'est quel serait un mot ou une phrase qui représente ta philosophie de vie? Hem, il y en a tellement des citations qui me représentent, mais je dirais que: «Sois la personne, dont tu avais besoin quand tu étais plus jeune. Sois aujourd'hui la personne dont tu avais besoin quand tu étais plus jeune». En fait, Très beau. ça pousse juste à être la meilleure version de soi-même. C'est très beau. Ouais, c'est très, très beau. Eh bien, merci de nous avoir écoutés ou regardés suivant la plateforme. Pour rappel, YouTube, Spotify, Deezer. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour les notifications. Et on vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode. Bye. Merci Lily d'être venue. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, c'était cool. Trop bien.